commence par vous dire que j'ai un petit accent. Pour que ça ne vous perturbe pas pour le reste de la soirée. Je suis italienne et j'ai étudié en Allemagne et j'ai travaillé 15 ans en Angleterre. Du coup, ça fait un accent un peu comme ça, vous ne comprenez pas d'où ça vient, mais comme ça, vous le savez. Allez. Merci. Voilà, donc le titre de cette soirée m'a vraiment beaucoup plu quand Julia me l'a dit. Merci beaucoup d'ailleurs d'avoir pensé à moi pour venir animer ça. C'est exactement au cœur de ma mission. Parce que aidant mais pas que, responsabilité et joie de l'aidant, c'est pile au cœur de la mission que j'ai au sein de la Fondation La Cause. Et nous, on a mis un peu les pieds dans le plat et on a mis ce mot d'amour au milieu. Et oui, on ne sait pas le définir, oui, on est tous un peu mal à l'aise, mais en fait, dans les témoignages, ça revient tout le temps. Et en fait, c'est vraiment le moteur de tout ce qu'on fait. Et pourtant, l'amour, on a choisi ce logo avec ce cœur gribouillé, on ne comprend même pas si c'est vraiment un cœur, parce que parfois, l'amour, ça prend des formes un peu bizarres. Vous avez parlé des lavoirs qui fait un peu ce qu'elle veut, le volume de nos échanges qui, voilà, sont pas exactement ce qu'on veut. Le moment parfois de prendre l'amour, ça peut être c'est laisser de l'espace l'un l'autre. Voilà, c'est pas le petit cœur comme ça, tout rond. Mais et voilà, et c'est pour ça que c'est vraiment le cœur de ce que je veux faire à la cause. Et en portant donc la science au milieu de la famille. Depuis que j'étais toute petite, j'avais décidé que je voulais étudier de la psychologie parce que j'étais intéressée par tout ce qui n'est pas visible, mais qui bouge le monde. Et dans la famille, on le voit énormément et on le voit du tout début à la fin. Et on va voir, j'espère aujourd'hui que je vais vous convaincre, en fait, il y a plein des parallèles qu'on peut voir de comment finalement la famille, c'est là où tous ces liens invisibles se passent et où l'amour et l'aide sont toujours les deux facettes de la même chose, du même lien. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour ? Le Robert dit que c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un. Moi, je trouve qu'il triche parce que dire que l'amour c'est l'aimer, bon, ok. Et à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Donc il y a ce mot d'aider qui vient quand même dans la définition déjà. Mais c'est clair que l'amour c'est un peu un mot valise, chacun met un peu ce qu'il veut, ça peut changer. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a envie d'oser donner une définition d'amour ce soir, qui complète celle du dictionnaire. Oui. Je me permets juste de rajouter un quatrième axiome, s'oublier pour se donner à l'autre. Oui. C'est quand le bien-être de l'autre vient avant le mien. Oui. Il y a d'autres choses qui vous viennent par rapport à l'amour. Certains des aidants avec lesquels on travaille ou on passe du temps, ils disent vraiment que voilà, l'amour et l'aide, c'est quelque chose qui est né ensemble pour certains et qui évolue ensemble, et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il y a même des théories avec pas mal de supports scientifiques qui montrent qu'en fait, l'amour, parfois, peut même venir après l'aide. Dans le sens que on pense comme ça, naturellement, on se dit on aime quelqu'un et donc on l'aime. Et ça, bien sûr, c'est une partie de la réalité des choses. Mais, et ça on le voit beaucoup avec les enfants, parfois on est bien obligé d'aider quelqu'un. Ton enfant, tu l'aides si tu as envie ou pas, si en ce moment tu ressens l'amour ou pas, tu es obligé. Et en fait, c'est le fait même d'aider la personne qui fait naître ce sentiment d'amour. Et l'inverse, très triste, mais c'est le fait même de ne pas aider ou de faire du mal à la personne qui fait naître la haine. Et là, on peut penser à
plein de cas dans lesquels les ennemis, même dans les guerres, les inimitiés, c'est créé des situations. Et du coup, en fait, voilà, ce fait d'agir, de mettre le bien de l'autre avant le sien, mais en fait, où est la cause et où est l'effet, c'est pas si clair. Et qu'est-ce qu'est l'amour dans une situation où un des deux personnes est handicapé de façon visible ou invisible, où le quotidien implique des hospitalisations, des médecins, voilà, ce genre de questions devient vraiment intéressant, devient vraiment presque une question quotidienne de se dire mais ok, ça c'est ma vie, je dois bien faire ce que je fais parce que j'ai pas le choix en ce moment. Mais à un moment, comme vous disiez, M. Masterman, en fait, on peut accepter cette situation ou pas. Mais si on accepte cette situation, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour et de la joie qui s'installe en faisant des choses qui en soi sont plus de l'ordre du sacrifice. Une question qui revient souvent parmi les aidants avec lesquels nous sommes en contact, c'est de se dire comment est-ce que je peux rejoindre leur cœur alors que leur cerveau fonctionne différemment. Et ça c'est surtout sur les handicaps invisibles et ça peut s'appliquer à des enfants qui ont des neurodiversités, ça peut s'adapter à des personnes âgées qui commencent à avoir des problèmes de démence ou Alzheimer, etc. C'est une personne que j'aime, mais c'est une personne pour laquelle j'ai du mal à communiquer cet amour. Je veux la mettre avant moi, mais est-ce que c'est juste une question de soins ou pour la plupart des aidants, non, il y a cette envie de communiquer cet amour et de faire en sorte que l'amour soit reçu. Mais parfois, c'est une vraie question. Comment est-ce que je communique cet amour? Et il y a une situation comparable. C'est celle du nouveau-né pour lequel on a cette capacité, cet élan normalement de donner beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'il reçoit de cet amour? Pas clair. En plus, est-ce il nous aime en retour ou est-ce que c'est juste il sourit parce qu'il sait que comme ça on va être plus gentil avec lui? Est-ce que c'est juste intéressé? On ne sait pas. Et en fait, quelque part, on s'en fiche un peu. Le fait de donner de l'amour en soi est très satisfaisant. C'est quelque chose qui... Et d'ailleurs, quand c'est pas là, c'est un problème. C'est le baby blues, c'est la dépression postnatale. Il faut soigner ça. Et donc, c'est un peu un cas extrême de la personne complètement vulnérable qui a besoin que des services, qui ne peut donner pratiquement rien en retour. Mais en fait, le fait même de l'aimer, c'est ça qui me nourrit comme personne, et qui me fait grandir, et qui me fait découvrir quelque chose de l'invisible de la vie qui est là. Et les scientifiques sont même arrivés à mesurer ça, ou mesurer une partie de ça. Je pense qu'il y a énormément, infiniment plus. Mais ils ont pu remarquer que le rythme neuronal des mamans et des bébés, quand ça se passe bien, ça prend le même rythme, ça se synchronise. Ça s'appelle la synchronie neurale. Et du coup, donc on met des électrodes sur la tête des mamans et des bébés, et d'ailleurs ça se fait avec les papas aussi, mais bon, les premières études sont faites surtout avec les mamans. Et on remarque que quand ils se regardent dans les yeux, quand les deux se regardent dans les yeux, ou quand les deux se touchent, ou quand les deux font des choses ensemble, et en fait, d'un point de vue de comportement, on voit que, par exemple, si le bébé pleurait avant, là, il s'apaise. Si la maman était un peu stressée, il commence à sourire. On voit vraiment d'un point de vue physique, on voit que ça va mieux. Et d'un point de vue des ondes cérébrales, on voit en fait que ça commence à prendre exactement le même rythme. Voilà, et ça s'est fait à plusieurs âges. Donc là, on a vu le tout petit bébé, là, il y a un enfant un peu plus grand. Et là, par exemple, il n'y a pas de contact visuel. Donc on peut penser aussi
les personnes aidées sont parfois des personnes malvoyantes ou aveugles. Du coup, il n'y a pas qu'un canal pour établir cette synchronie neurale qui est tellement agréable à vivre en soi. Et voilà, on peut faire des choses ensemble. Le toucher, là, c'est plein des images qui viennent directement des études scientifiques qui ont montré que dans toutes ces situations-là, eh ben, il y a une synchronie neurale qui s'installe. Ici, d'ailleurs, on est passé des parents avec leurs enfants à des couples. Du coup, ça, c'est des couples dans lesquels les deux vont bien. Il n'y a pas un aidant et un aidé. Mais le simple fait de faire une tâche, soit faire une tâche en séparé, soit faire une tâche en se touchant la main, mais chacun fait son truc de son côté, et ben, la tâche est accomplie de façon meilleure et il y a cette synchronie neurale qui s'installe. Mais est-ce que tout ça est vraiment pertinent pour nous? Ben oui, il y a des études qui sont faites aussi avec les aidants et les aidés, aussi avec le personnel. C'est pas juste les aidants familiales, mais les aidants professionnels aussi. Et on remarque que vraiment le contact visuel soutenu, le fait de prendre des rôles dans les échanges, de laisser la personne s'exprimer, écouter et après répondre. Je ne sais pas, moi, ça m'arrive parfois d'observer des aidants et des aidés. Chacun fait son mieux, mais parfois c'est très mignon. On a certains aidants qui sont ils ont besoin de remplir tout l'espace, de parler beaucoup, d'être très présents, de demander plein de choses, parfois oublier d'écouter la réponse, continuer. Et en fait, à ces personnes-là, on peut leur dire, en fait, n'aie pas peur du silence. Parfois, ces moments de silence, il y a quelque chose qui s'exprime. C'est peut-être pas des mots, ou c'est peut-être un touche, ou ça peut être différentes choses, ça dépend vraiment des personnes, de l'handicap qu'elles ont, de l'histoire qu'elles ont, etc. Mais en fait, laisser ce moment pour qu'il y ait un tour de rôle qui s'installe est super important. Et ça, moi, à la base, je l'avais étudié avec les bébés et les mamans. Mais je vois à quel point, en fait, c'est quelque chose qui est complètement pertinent dans toute notre vie. Et en fait, vu qu'on y est, comme vous disiez tout à l'heure, ce qui est bon pour nous est bon pour tout le monde, relationnellement aussi, en fait. N'importe quelle relation, si on prend soin d'être à l'écoute, de ne pas attendre que le message soit formulé, packagé exactement comme moi je le veux, comme moi je l'attends, mais me mettre vraiment en réception du message qui vient et en volonté, en capacité de répondre à ce message. Voilà, ça peut vraiment enrichir toutes nos autres relations en réalité, c'est pas spécifique. En fait, finalement, nos handicaps ne nous définissent pas, on reste des personnes, des êtres humains en premier, et l'handicap des uns et des autres, ça peut nous aider. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous aviez déjà des traits de caractère qui ont pu s'exprimer de cette façon dans votre vie à cause de votre accident. Et voilà, c'est comme ça pour chacun de nous. Et du coup, quelque part, le fait d'être aidant, ça peut vraiment nous ouvrir une profondeur différente des vies en général. Et c'est peut-être là qu'il y a, je ne sais pas si c'est une joie, mais en tout cas, ça peut être un plaisir plus profond, savourer la vie encore plus dans son entièreté. Une autre chose qui fonctionne très bien pour apporter cette synchronisation neurale, ce sont les chansons. Ça, pareil, on le voit énormément avec les enfants, mais c'est pas infantilisant, c'est juste quelque chose où on voit les ados qui vont en boîte, les adultes qui vont au concert. En fait, la musique nous entraîne tous un peu dans le même rythme, des façons, par définition. Et c'est quelque chose qui peut vraiment augmenter cette synchronie et du coup notre bien-être. Et c'est le bien-être de l'un et de l'autre en même temps. Et du coup, même s'il n'y a pas des mots qui peuvent l'exprimer, s'il y a parfois nos aidés sont presque complètement incapables de s'exprimer. On ne sait pas notre amour, comme il est réceptionné. On ne sait pas s'il y en a qui en vient. On ne peut pas savoir. Mais quand on s'est dit, ok, en fait, ça existe. En fait, nos neurones, ils vont danser ensemble là. Et de savoir que ça se passe, ça peut nous encourager peut-être dans les moments où on se demande si
lance dans le vide ou s'il y a quelque chose derrière. Les jeux des doigts, en fait, toutes les choses qui ont un rythme, qui incitent un rythme, c'est tout simple à faire. Et ça peut vraiment nous commencer une bonne dynamique. La proximité physique et le toucher doux. La contrepartie, le toucher brusque, ça communique plein de choses aussi. On a vu tout à l'heure les couples, voilà, que juste par le fait de s'y toucher, en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'installe et peut-être sur le moment, on ne le remarque même pas. Mais dans le doute, c'est vraiment bien d'ouvrir cette porte. Et après, parfois, il y a un refus. On peut voir que la main est enlevée, la jambe est enlevée, et ça aussi, c'est un signal à prendre. Ça veut peut-être dire quelque chose. Ça nous donne un signal sur l'état du moment, et c'est riche en fait. Et c'est dans du coup, c'est là où on peut revenir au tour des rôles dans les échanges. Donc moi, j'ai fait un mouvement, j'ai eu une réponse, et maintenant, je sais pas, du coup, peut-être que j'essaie avec une chanson, ou peut-être que je laisse un peu d'espace parce que la personne est en train de me communiquer qu'elle a besoin de plus d'espace. Je me recule, je vais ouvrir une fenêtre, je sais pas. Mais voilà, c'est des signaux, c'est plein de choses qui se passent, c'est pas l'ennui total. En fait, il y a plein des signaux qui sont échangés. Et l'environnement calme et sécurisant, et j'ai trouvé ça merveilleux d'entendre votre témoignage sur le fait, l'importance de rester à la maison. Bien sûr, c'est merveilleux quand ça peut fonctionner, parce que par définition, la maison, c'est l'endroit normalement où les personnes se sentent le plus calmes et sécurisées, et où tout ce bien-être peut exister au-delà des différents handicaps qui peuvent survenir. Voilà, dans le cas de l'Alzheimer, de la démence, il y a pas mal d'études qui sont faites. Et en particulier avec des aidants professionnels. Donc, où cette synchronie est quand même moins facile à obtenir, moins spontanée. Il y a moins d'histoires communes, moins d'habitudes, moins d'entraînement à ça. Entraînement évidemment implicite, hein, on ne s'entraîne pas à se synchroniser, mais en fait tous les beaux moments qu'on passe ensemble, voilà, c'est une des choses, c'est cette synchronie. Il y aura une autre chose, peut-être que vous avez entendu parler, c'est l'oxytocine. C'est un hormone, c'est un peu ce qu'on appelle, de façon un peu hyper simplifiée, l'hormone de l'amour, mais en gros, quand on est bien, quand on est relaxé, quand on a envie de faire des câlins, mais c'est pas du tout le côté sexuel, c'est le côté juste, on est bien. Voilà, ça s'échange. Mais même quand tout ça n'est pas présent, même avec des aidants, la synchronie est possible et elle est clairement mesurable. On la voit dans le comportement avec une connexion émotionnelle et attentionnelle différente. Donc, quand l'aidant prête attention à ce que l'aider, à ce à quoi l'aider s'intéresse, c'est important. Et l'inverse c'est fait aussi. Et du coup, ça augmente la qualité de la relation, le bien-être des deux parties et la communication entre les deux. Du coup, voilà, c'est pas juste une histoire entre enfants et parents, c'est pas juste une histoire entre jeunes amoureux, mais c'est vraiment un peu la chimie, quelque part, la physique, la physiologie de l'amour. Et en fait, on ne la voit pas, mais de savoir que ça existe, ça peut vraiment nous donner un élan, en fait. On croit en quelque chose qui existe vraiment, on sait vraiment que c'est là, et c'est l'amour, en fait. Cette synchronie, c'est un prédicteur de la satisfaction des vies et de l'aidant et de l'aider. Mais ça ne marche pas toujours. Il faut aussi être honnête. On a entendu des témoignages idylliques un peu ce soir, très encourageants, et moi jusqu'à présent aussi, je parlais
des belles choses qui se passent dans la relation aidant. Parfois c'est juste trop dur, parfois c'est en fait c'est juste il y a juste trop des choses, on est surchargé, c'est pas possible. Et moi ça m'avait vraiment touchée une fois, c'était une maman d'un enfant autiste qui avait un autisme assez qui l'empêchait vraiment de s'intégrer facilement à l'école, dans notre communauté, enfin partout en fait en réalité. Et ça rendait juste très difficile la vie quotidienne. Tout était compliqué, tout était... mettre les chaussures était compliqué, ouvrir la porte était compliqué, entrer dans la voiture était compliqué. Il y avait trop de choses compliquées dans sa vie à cette dame. Et elle disait parfois, en fait, j'ai vraiment besoin que ce soit les autres à aimer mon enfant pour moi. En fait, de voir les autres qui aiment la personne que nous aimons, et qu'en ce moment-là, on sait qu'on l'aime, mais on a juste du mal à ressentir. En fait, voir les autres qui aiment cette personne, ben en fait, ça nous fait un bien infini et ça recharge quelque part aussi notre propre capacité à l'aimer. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut garder en tête si on est aidant professionnel, mais si on est n'importe qui. En fait, ces personnes qui sont aidées ont besoin d'encore plus d'amour. Et si on en a un peu, là, c'est vraiment pas gaspillé de le partager. Voilà. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est important d'être conscient de quand notre amour a un peu du mal à s'exprimer ou un peu du mal même à être ressenti. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette échelle pour mesurer un peu son niveau de fatigue des dents, parce que une des caractéristiques des aidants, c'est que justement, comme vous disiez tout à l'heure, monsieur, en fait, il s'oublie par définition presque. On s'oublie. Mais en s'oubliant, parfois, on rentre dans cette zone rouge où, en fait, notre capacité à aimer et donc à aider est un peu entamée. Et où on s'est fait du mal à nous-mêmes. Et vous l'avez dit très clairement tout à l'heure, nos aidés, enfin l'aider a tellement besoin de l'aidant que la pire chose qui peut lui arriver, c'est que l'aidant aille pas bien. Donc c'est vraiment hyper important aussi de prendre soin de soi. Et voilà, vu qu'on s'oublie par survie, par définition, ben c'est important parfois de faire des petits checks, d'avoir des personnes autour de nous qui nous aident, qui nous écouter nos amis aussi, qui disent là, je pense que là, tu as besoin de souffler à un moment. Et c'est super difficile de se faire aider en tant qu'aidant parce que par définition, il n'y a personne qui peut faire exactement ce job-là. Mais c'est super important d'arriver un peu à se situer, à se rendre compte si on est un peu, on est en train de tirer un tout petit peu trop sur la corde et essayer dans les limites du possible d'aménager des espaces, des temps pour se recharger. Parce que c'est comme ça qu'après on peut vivre cet amour qui est à la base de notre aidance. Prendre du répit quand c'est possible, parfois à deux. Si c'était possible de changer d'environnement, vous avez parlé d'aller à des concerts, d'aller faire des choses, prendre des petites vacances. Ça dépend de ce qui est possible d'un point de vue aussi financier. Ça coûte cher, d'un point de vue de temps. Mais disons que ce sont des choses que si on peut le mettre un peu plus haut sur la liste de ce qu'on pense, c'est bien. C'est quelque chose qui vraiment, c'est un investissement qui peut vraiment avoir des fruits très très importants. Mais surtout, prends le temps de laisser le temps à l'amour, laisser le temps à nos cerveaux de se synchroniser, laisser le temps à la relation d'exister au milieu de tous les défis très concrets, très physiques, très administratifs, voilà. Mais je trouve qu'avec vos histoires, vraiment, c'était exactement ça. En fait, qu'est-ce qui rend cette aventure quelque chose de belle à vivre? C'est ça, c'est quand on donne à la relation la priorité et on prend le temps
d'être ensemble, de laisser les cerveaux se mettre sur la même longueur d'onde, littéralement. Il y a un mot qui s'appelle la complicité.